Après la chute de l'Union soviétique, l'Occident a cru pouvoir célébrer la fin de l'histoire et des idéologies. Pendant une brève période, les États-Unis ont rêvé d'hyperpuissance et le président Clinton encourageait la globalisation économique. De son côté, le vieux continent voyait la chute du rideau de fer. La signature du traité de Maastricht pouvait laisser espérer un grand retour d'une Union européenne sur la scène mondiale. Et pourtant, pendant ces 20 années, ce n'est pas là que s'est écrit l'avenir du monde. Nous avons au contraire assisté au retour foudroyant des nations qui s'étaient laissées dominer par l'Occident. Les rapports de force économiques ont été bousculés, ils modifient à leur tour les équilibres militaires et géostratégiques. Alors que l'Europe se désarme, la Chine monte en puissance et les États-Unis réorientent leur stratégie. Alors, quel est ce nouvel ordre du monde qui se met en place? Pour en parler, j'ai invité Gérard Chaliand. Gérard Chaliand, bonjour. Bonjour. Gérard Chaliand, vous êtes un spécialiste de géostratégie et en particulier des conflits non conventionnels. On peut même dire, si vous me permettez, c'est cette image que vous avez été un spectateur engagé sur le terrain de très nombreux conflits en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient. De fait, vous êtes devenu l'un des principaux spécialistes et théoriciens des conflits que l'on dit irréguliers, les mouvements d'indépendance nationale, la guérilla, le terrorisme. Mais vous êtes un personnage complexe, vous avez été enseignant, notamment à l'École nationale d'administration, à l'École supérieure de guerre. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur les formes de conflits, la stratégie et la géostratégie. Et aujourd'hui, vous publiez avec Michel Jean, un sinologue très réputé, vers un nouvel ordre mondial. Alors, Gérard Chaliand, j'ai parlé dans mon introduction des illusions des changements intervenus depuis une vingtaine d'années. J'évoquais les années 90. Mais vous insistez beaucoup sur l'année charnière 1979. Oui, cette année me paraît très importante dans la mesure où elle est l'année où commence le grand virage de Deng Xiaoping. C'est d'ailleurs l'année où il est reçu aux États-Unis, où des contrats se font. La Chine est véritablement reconnue officiellement. Et puis, ils vont se lancer dans les 3 décennies qui vont les mener à la seconde place. Deuxièmement, c'est l'année de la seconde crise pétrolière, celle où nous aurions dû, nous, Européens, Américains, comprendre que nous vivions au-dessus de nos moyens, qu'il fallait nous réadapter, qu'un monde nouveau était en train de naître, que finalement, les lignes de force étaient en train de bouger. On n'a rien fait, on a continué à consommer comme avant. Troisièmement, c'est la grande irruption de l'islamisme militant à l'échelle d'un État. Et cet État, c'est l'Iran, c'est-à-dire un État considérable, probablement l'État le plus important à l'époque du Moyen-Orient, plus important que la Turquie. C'est un État qui est persan, persanophone et chiite. En d'autres termes, il prétendait ravir aux autres musulmans, et particulièrement au Moyen-Orient, la guidance de la révolution musulmane, islamique. Ça a fortement déplu aux sunnites, notamment à l'avant-garde de l'Arabie saoudite wahhabite, qui s'est d'emblée opposé, qui était très heureux d'ailleurs dans cette année 79 de pouvoir épauler un djihad sunnite en Afghanistan tout de suite après l'intervention soviétique qui est la même année. Qui est le 4e événement sur lequel vous insistez. Oui, qui n'en finit pas d'ailleurs, puisque les Américains ont pris le relais. Donc voilà la composition, si vous voulez, de cette année-là, et qui n'est pas finie, puisque au Moyen-Orient, par exemple, elle est en train d'essayer de se régler dans la crise syrienne, où on voit un affrontement général entre les sunnites, d'une part, appuyés par l'Arabie saoudite, le Qatar, et aussi la Turquie, et de l'autre, les chiites, avec l'Iran, le Hezbollah, et puis les Irakiens qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire Bagdad, qui est devenu un État chiite à cause d'une guerre de choix faite par les Américains. Donc 4 événements majeurs en 1979, auxquels on pourrait rajouter un 5e peut-être, qui est le grand retour du libéralisme avec l'élection de Reagan en 1979 et celle de Thatcher en 1980. Et on voit là le point nodal, c'est ce sur quoi vous insistez, qui va expliquer en grande partie, qui va annoncer toute la suite, les 30 ans qui vont bouleverser le monde. Exact. Alors,
le grand chaînon suivant, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Bien sûr. Hein, et la chute du rideau de fer. Et alors là, on a cru, hein, pendant une brève période, aux États-Unis, au retour de l'hyperpuissance américaine, les Américains maîtres du monde. Où en est-on aujourd'hui, du point de vue des États-Unis? Cette omnipotence était effective, effectivement, entre 1991 et puis, disons, 2003, 2004, les États-Unis sont véritablement tout seuls sur la scène internationale. À eux seuls, du point de vue militaire, ils sont plus puissants que les 14 qui les suivent. Il y a plus de tout en baissant leurs dépenses militaires, oui, d'ailleurs. Oui, encore que, vous savez, ils ont forcé. Hein, Net Assessment, qui était au Pentagone, le groupe qui s'occupait, en somme, de creuser l'écart, travaillait très fort. La guerre froide était finie, ça n'empêchait pas, d'ailleurs, de pratiquer le refoulement. On refoulait, du côté américain, l'ex-URSS aux frontières de la Russie. D'où l'avancée de cette Europe qui, du pacte de Varsovie, passe à l'OTAN, d'où l'avancée en direction de l'Ukraine, de la Géorgie, etc. Donc les Russes ont très durement... Il fallait endiguer totalement cette Russie. Oui, il fallait la liquider en tant que puissance. Il fallait la régionaliser. D'ailleurs, dans une certaine mesure, ça a été réussi. La Russie, aujourd'hui, est une grande puissance régionale. Ce n'est plus une puissance, disons, à l'échelle mondiale. Alors justement, cette Russie, aujourd'hui, quelles sont ses capacités militaires? Quels sont ses pouvoirs d'influence? Alors, sa capacité militaire est indiscutable parce qu'elle a une telle avance du point de vue nucléaire, du Donc point il y a de une vue de la capacité. disproportion, en fait, Oui. entre la puissance économique russe aujourd'hui et ses capacités militaires. Absolument. Ses Mais son capacités pouvoir nucléaires sont au-dessus de ce qu'elle a du point de vue économique, puisqu'elle dépend essentiellement de ses hydrocarbures. Et on ne manufacture pas grand-chose. Et au plan en Russie. conventionnel, la Russie au plan conventionnel. Au plan conventionnel, l'armée a été réorganisée, mais enfin, ça n'est plus l'armée soviétique, parce qu'il y a eu des tas de délitements. Ceci dit, la capacité d'influence, eh bien, la Russie, justement, est en train de la jouer aujourd'hui en Syrie. C'est-à-dire que, hors de son proche étranger, puisque c'est comme ça qu'elle appelle les pays qui l'entourent, et au Caucase, en 2008, elle a bien démontré qu'en Géorgie, c'était elle qui menait le jeu. Aujourd'hui, en Syrie, c'est-à-dire hors de ce proche étranger, elle démontre sa capacité d'influence en aidant puissamment un régime qu'elle estime être son allié parce qu'elle a l'accès à un port méditerranéen, à Tartous, etc. Bon, on va voir jusqu'où ils sont déterminés à aller. Mais ça reste une capacité d'influence relativement régionale, dans une zone régionale. Alors, ce qui leur donne de la force, bien sûr, c'est cette alliance ambiguë avec les Chinois. Ils sont avec les Chinois dans le conseil de sécurité, avec les Chinois sur divers dossiers, etc. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont de loin les plus forts. Il ne faut pas enterrer les États-Unis. Hein. Les États-Unis sont les numéros 1, ils sont prééminents, ils vont le rester. Et la Russie se range du côté chinois tant que la Chine ne deviendra pas trop puissante. Quand la Chine sera trop puissante, avec cette poussée sur une Sibérie vide, il y a quelques millions de Slaves, hein, et une masse de Chinois de l'autre côté, ils vont forcément se rapprocher de plus en plus de ce qu'on appelle l'Occident. Alors, vous insistez dans votre livre, et c'est le premier chapitre, si mon souvenir est bon, sur la première mondialisation connue dans le monde, qui a été une mondialisation musulmane, qui s'est faite sous l'égide de peuples arabes. Alors, il faut bien entendu bien distinguer le monde islamique et le monde arabe. Il y a souvent une confusion dans les médias entre les deux. Ce monde musulman apparaît aujourd'hui terriblement fragmenté, en fait. Et on est très loin du clash des civilisations qui avait été annoncé par Samuel Huntington. Oui, le clash des civilisations, il s'est produit au XIXe siècle, quand il y a eu la brutale irruption de l'Europe avec son industrialisation dans le monde afro-asiatique. C'est ça le véritable clash des civilisations, le véritable choc. Aujourd'hui, il n'y a pas de choc des civilisations, il y a simplement des intérêts qui sont différents et on voit des acteurs qui étaient importants jusqu'au XVIIIe siècle, comme la Chine, comme l'Inde des Moghols, comme l'Iran safavide, comme la Turquie ottomane. Bon, on les voit, ils reviennent, ce sont des réémergents, à part le Brésil, on les a tous vus déjà dans l'histoire. L'Indonésie va réapparaître? L'Indonésie réapparaît, elle n'a jamais été un État. C'est la domination hollandaise qui a fabriqué en quelque sorte ce qu'on appelle l'Indonésie. Avant, c'était Java. Il y avait des sultans javanais qui avaient une certaine puissance, qui pouvaient disposer de flottes. Bon, mais cette première mondialisation,
c'est-à-dire du monde connu, de l'Espagne jusqu'au bout de l'Asie, c'est les marchands musulmans qui l'ont fait. D'abord leurs conquérants et ensuite leurs marchands, leur flotte. La flotte musulmane était très importante. Elle partait de l'Hadramaout, c'est-à-dire du sud de l'Arabie Saoudite, et allait avec les vents de la mousson jusqu'en Indonésie et parfois même jusqu'à Canton. Et puis retour avec des vents contraires qui étaient favorables pour eux. Et du 8e au 15e siècle, on a vu qu'il y avait eux, la flotte chinoise, puis il y a eu aussi quelques thalassocraties moins connues, comme les Cholas dans le sud de l'Inde. Enfin, on ne va pas se perdre dans les détails. Bien, mais c'est les Portugais qui, au 15e siècle, vont commencer à rompre l'isolement de l'Europe. Enfin, la route de la soie, on va quand même en participer pleinement. On va aller vers ces épices que les autres contrôlaient, en quelque sorte. Et la circumnavigation autour de l'Afrique, le fait d'arriver en Inde, ensuite d'arriver à Malacca, fait que, bon, il y a eu une percée de bases portugaises qui ont été suivies par les Hollandais, mais c'est les Anglais qui vont commencer à véritablement occuper ce qu'on appelle l'interland, c'est-à-dire la première fois que des Européens occupent un territoire asiatique à l'intérieur et pas juste les ports, c'est le Bengale à la fin extrême du XVIIIe siècle. Donc vous voyez, tout ça c'est récent. On a dominé le monde, nous, Européens, 2 bons siècles, et ça se termine en 1945. Mais ce monde musulman n'a pas d'unité, et même le monde arabe n'a aucune unité et est complètement éclaté aujourd'hui. Vous avez parfaitement raison, il y a une unité comme ça, comment dirais-je, religieuse. Le rêve pan-arabe n'a jamais pris réalité. Le rêve pan-arabe, il a échoué avec Nasser, il a échoué également avec le Baas. Aujourd'hui, les salafistes rêvent de restituer, de recomposer la communauté des croyants. Ils vont échouer aussi, parce qu'ils n'ont pas de programme économique. En fin de compte, si vous voulez, le gros avantage de la Chine, c'est d'être un État considérable. Le gros avantage de l'Inde, c'est d'être un État considérable. Il n'y a pas d'État qui pèse ce poids-là de l'autre côté. Le Pakistan a été battu dans sa compétition avec l'Inde, de très loin. L'Égypte, vous voyez, est dans le désordre absolu, et pourtant, c'est le centre de gravité du monde arabe, 80 millions, bon, c'est un échec. Les Turcs s'en sortent bien. Mais, je veux dire, la voie turque, imiter les Turcs, c'est pas facile. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait 40 ans de sécularisme et que le sécularisme, ça ouvre quand même des fenêtres. Les autres n'ont pas cela. Alors, je voudrais qu'on revienne à la Chine, qui est une des préoccupations centrales en géostratégie aujourd'hui. Quelle est la puissance militaire actuelle et potentielle de la Chine? Peut-on penser qu'à un horizon d'une génération, la puissance militaire de la Chine peut rejoindre et concurrencer celle des États-Unis? Écoutez, ça c'est la partie plutôt de mon coéquipier Michel Jean, mais enfin très franchement, compte tenu de l'extraordinaire avance américaine, il n'est pas question que les Chinois puissent, dans un horizon de 20 ans, égaler la puissance américaine. Les Américains savent très bien que justement ce qui garantit en définitive aujourd'hui leur prééminence, c'est leur fantastique supériorité militaire. Et de surcroît, technique, innovation, les systèmes d'alliance. Alors le système d'alliance, il faut qu'on en dise 2 mots. Il marche un peu comme les Britanniques marchaient au XIXe siècle lorsqu'ils voulaient s'opposer à l'Allemagne. Il faut s'allier avec tous les États qui craignent l'Allemagne, d'où nos rapprochements avec la France alors qu'on avait des contentieux sévères avec eux. Eh bien, les Américains, eux, sont alliés avec les Japonais, ils sont alliés avec les Coréens du Sud. Il y a d'ailleurs un renforcement de l'alliance avec le Japon récemment. Très net, aujourd'hui c'est très net, et puis le Japon va se renforcer en plus, parce que maintenant il mesure bien qu'en définitive... Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a une véritable ceinture de sécurité qui a été formée par les États-Unis autour de la Chine, avec les pays de l'ASEAN, le Vietnam notamment, qui est un ennemi séculaire de la Chine, le Japon bien entendu, l'Inde, l'alliance avec l'Inde? Alors ça ne se dit pas pour ne pas indisposer les Chinois, ça ne se dit pas, mais ça se fait. C'est-à-dire, ce qui se pratique aujourd'hui, c'est d'une part cette ceinture qui va du Japon jusqu'à l'Inde, et qui comprend tout le monde, l'Indonésie, le Vietnam, comme vous venez de le dire, malgré la guerre qui se sont livrées. Et puis, les Américains prévoient aussi toute une alliance pacifique qui va des rives américaines, c'est-à-dire le Chili, l'Amérique centrale, le Mexique, tout ça, ça va être jusqu'au Canada, bien sûr, l'alliance avec les Américains. En d'autres termes, si vous voulez, il y aura les Chinois, qui ont par ailleurs un problème de sécurité intérieure,
qui doivent consacrer une grosse partie de leurs ressources à la sécurité intérieure. Disons qu'ils consacrent, oui, beaucoup d'argent. Il y a une asymétrie avec les États-Unis. Oui, beaucoup d'argent au contrôle. C'est pourquoi il est nécessaire pour eux que le Parti communiste contrôle bien la situation, qu'il soit décisionnel. Tout tient, si vous voulez, sur l'homogénéité d'une ligne suivie avec beaucoup de constance. Avec son bras armé qui est l'armée, justement. Oui, avec une armée qui, évidemment, cherche à avoir le plus possible de poids, de moyens, etc., etc. Mais enfin, la machine est conduite. Mais enfin, on remarque que, finalement, les Chinois sont relativement seuls, avec la Russie de temps en temps, et que de l'autre côté, les alliances autour des États-Unis sont considérables. Donc une différence de puissance, une différence de moyens, une différence d'alliance qui fait qu'on est très très loin d'une parité et de la reconstruction d'un duopole comme on avait connu à l'époque Union soviétique, États-Unis. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Europe. Premier aspect, vous insistez beaucoup dans votre livre sur l'importance des aspects démographiques. Le poids de l'Europe est en train de se réduire dramatiquement dans le monde. D'une façon générale, ce qu'on appelait le Nord, c'est-à-dire la Russie, l'Europe et puis les États-Unis et le Canada, ça pesait en 1900 au moins 30% de la planète. Aujourd'hui, cette même zone, c'est 12%. En d'autres termes, la puissance démographique se trouve en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Alors, ça n'avait aucune importance, il y a de ça une quarantaine d'années, quand ils étaient nombreux et pauvres. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils sont très nombreux et en même temps, il y en a beaucoup qui sont performants. La performance des Indiens qui viennent pas très loin de la Grande-Bretagne et qui un jour vont la dépasser, ça va faire retourner la reine Victoria dans sa tombe. Ils viennent d'être dépassés, les Britanniques, par le Brésil. Enfin, tout ça fait que, si vous voulez, le monde a changé parce que ces réémergents apparaissent comme des concurrents sérieux. Ça, c'est un. Est-ce que pour des raisons démographiques aussi, il n'y a pas une zone qui va émerger de plus en plus, qui est l'Afrique ? Alors l'Afrique va émerger parce qu'elle va doubler, d'après les prévisions démographiques. Alors elle va doubler, mais va être incapable de donner du travail au double de gens, il n'y en a déjà pas. Elle est incapable, malgré la croissance réelle, de faire une redistribution. Ce qu'on constate, c'est que c'est 0,1 de la population qui bénéficie des mannes, et puis que le reste, rien ne se développe. Il n'y a pas de classe moyenne en Afrique subsaharienne. C'est la grande différence avec l'Inde, c'est la grande différence avec la Chine. Si vous êtes corrompu, mais que vous arrivez à faire une classe moyenne, ça va. Mais si vous êtes corrompu et qu'en quelque sorte, il y a juste un tout petit groupe, comme dans l'ex-Union soviétique, soit dit par parenthèse, et que derrière, il y a rien, ben voilà. Alors pardon, pour revenons à l'Europe. Voilà, justement. Qu'est-ce qui reste de la puissance européenne? Premièrement, nous avons quand même raté le coche. C'est-à-dire la construction de l'Europe, on le constate aujourd'hui, est restée extrêmement défectueuse et lâche. On s'est beaucoup élargi. L'Europe puissance n'existe pas. Non, on s'est élargi, on ne s'est pas approfondi. C'est-à-dire nous n'avons pas de voie politique commune. Et alors, militairement, nous sommes véritablement des nains. On ne peut presque rien faire, si vous voulez, sans la puissance américaine derrière nous. Même la Libye, si vous voulez, qui est une affaire présentée comme franco-britannique, non, sans l'appui aérien, le ravitaillement en vol, les satellites, les fusées, etc. américaines, on n'aurait pas pu la faire. Donc, quels sont les pays relais de la puissance américaine en Europe aujourd'hui? La Grande-Bretagne d'abord, de façon plus nuancée et plus ambiguë, l'Allemagne, parce que c'est l'épicentre de l'Europe, du point de vue économique comme du point de vue politique. Et puis, le budget militaire allemand a dépassé maintenant, depuis cette année, je crois, le budget militaire français. Oui, c'est normal, compte tenu de leur capacité économique. Et puis, ce que l'Amérique voudrait beaucoup, et depuis très longtemps, c'est l'inclusion de la Turquie à l'intérieur de l'Europe. Ça lui ferait un allié de plus. Est-ce qu'on peut parler, peut-être pour conclure, d'une Europe sous domination allemande et d'une Allemagne qui aurait gagné la paix, d'une façon un peu provocatrice? Bon, ben, l'Allemagne, elle a gagné la paix, elle a payé pour ça d'ailleurs. Hein, elle a gagné aussi sa réunification, c'est remarquable. Ensuite, elle n'a pas de contentieux avec ses voisins du point de vue territorial, CF la Pologne. Ils ont travaillé, et M. Schröder, un social-démocrate, soit dit par parenthèse, il a fait les réformes nécessaires au moment où il fallait les faire, et tandis que nous, Français, très franchement, on n'a pas fait grand-chose. L'autre jour, on a publié le fait que nous avions un pic de chômeurs plus important qu'en 1997. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, et qu'est-ce qu'on a fait en 1997, il y a 16 ans, pour résoudre ce problème? Réponse, rien.
Il y a longtemps que nous vivons, en fin de compte, au-dessus de nos moyens, sans faire les réformes nécessaires. Alors maintenant, bon, on va passer 4 ans à attaquer M. Hollande, après avoir attaqué d'ailleurs M. Sarkozy pendant 4 ans. Ce jeu franco-français devrait cesser. On devrait se mettre sérieusement à examiner ce qu'on doit faire pour rester, s'il vous plaît, dans les 10 premiers d'ici quelques années. Alors pour comprendre ce nouvel ordre du monde qui se construit à vitesse accélérée sous nos yeux, ce livre, Gérard Chaliand, avec la collaboration de Michel Jean. Gérard Chaliand, je vous remercie. Merci.